Bonsoir, merci d'avoir rejoint le webinaire admissible 2022 ISAE Supaéro. Donc nous sommes 3 en principe pour répondre à vos questions ce soir. Alors il y a Pierre qui a un petit problème de transport, mais qui devrait nous rejoindre en cours de route. En attendant, donc, nous avons... Donc moi c'est Marion, je suis étudiante en première année et je viens de la filière Psy. Voilà. Et donc Michel Salin, je suis professeur de mathématiques dans le civil, et puis sinon je suis responsable de la formation ingénieur Supaéro quand j'ai du temps. Alors donc je vais vous présenter un petit peu la formation, le cursus ingénieur ISAE Supaéro, et puis comme on m'a transmis un certain nombre de questions que vous posiez, j'ai essayé d'y répondre déjà à l'avance. J'ai une anti-sèche pour ça, c'est super. Alors, premier élément important, donc la formation Supaéro, c'est une formation généraliste. D'accord, ça c'est un point essentiel parce que beaucoup se posent la question, mais quand je fais Supaéro, est-ce que c'est uniquement pour travailler dans l'aéronautique ou le spatial? Ou inversement, si j'ai fait Supaéro, est-ce que je ne peux travailler que dans l'aéronautique et le spatial? La réponse est non. Si vous voulez, c'est une formation qui est généraliste, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur, je dirais, l'ensemble des cours qu'on peut rencontrer, enfin, qui sont nécessaires à la culture de l'ingénieur. La différence, si vous voulez, c'est que le domaine d'application, c'est le domaine aéronautique, c'est le domaine spatial, qui sont des domaines innovants par essence, qui sont des domaines multidisciplinaires par essence également, et donc qui donnent finalement l'occasion d'appliquer les cours que l'on donne à certains domaines. Mais en fait, si on est capable de travailler dans l'aéronautique et le spatial, je dirais on peut travailler dans tous les autres domaines, le transport en particulier, mais le reste aussi. Alors, pour faire ça, comment est-ce qu'on fabrique la formation? Alors d'abord, il y a un tronc commun scientifique en début de première année. Donc ce tronc commun scientifique, je dirais, il appelle les grandes matières que vous avez déjà rencontrées en prépa. Je dirais la physique de façon générale, mais qui se décline à travers la mécanique de façon mécanique des fluides, mécanique des structures, mécanique générale, l'informatique, un peu de maths encore, la physique au sens plutôt mécanique quantique et des choses de ce genre-là, et puis signaux et systèmes. Ça, c'est les grandes matières du tronc commun scientifique. Ce qui a disparu par rapport à la prépa, c'est la chimie. En dernière année d'école, vous aurez l'occasion aussi d'approfondir une filière d'expertise, c'est-à-dire on revient un petit peu sur les cours du tronc commun scientifique, et vous allez plus loin. Souvent, c'est l'occasion de creuser, c'est l'occasion de préparer le stage que vous allez faire quand vous allez finir votre formation. Donc souvent, je dirais, le stage que vous allez choisir est en lien avec la filière que vous allez faire en 3e année. Donc les différentes filières, vous retrouvez un peu les mêmes noms que dans le tronc commun scientifique, parfois un peu relookés, observation de la Terre et sciences de l'univers, voilà, il y a derrière de la physique, il y a aussi du signal, du système, etc. Sciences de la décision, c'est quelque chose d'un petit peu différent, ça relève aussi de la gestion des données, tout ce qu'on appelle Big Data et compagnie. En plus de ce tronc commun, on va avoir un certain nombre d'autres choses qui vont être proposées. Alors ça va être des projets en recherche, en innovation, en ingénierie. Vous allez avoir des cours de langue. Il y a 2 langues obligatoires à Supaéro. Il y a du sport, obligatoire également. Il y a des cours d'agriculture. En 2e année, il y a des cours autour du développement durable. Il y a de la formation en économie et un certain nombre de cours électifs. Alors Marion, peut-être nous dire un petit peu qu'est-ce que vous avez fait en langue, par exemple. Quelle langue vous choisissez? Vous avez choisi? Alors en langue, il y a l'anglais qui est obligatoire. Et ensuite, on prend une 2e langue obligatoire. Donc moi, j'ai fait allemand. Et on a la possibilité de faire une 3e langue. Donc j'ai fait italien, mais il y a plein de possibilités. Il y a chinois, russe, arabe, espagnol, etc. Langue des signes aussi. Donc il y a vraiment plein de possibilités pour les langues. Agriculture, peut-être en dire un mot également, peut-être? Agriculture, c'est pareil, ça se décline de plein de manières. On peut faire du cinéma, du film d'animation, de la radio, des cours plus philosophiques, plus autour du français, etc. Personnellement, j'ai fait création d'un podcast donc autour du monde de la radio. D'accord. Et pour finir, les électifs? Les électifs, c'est les cours qu'on a au 2e semestre et au 4e semestre. C'est des cours qui sont soit scientifiques, soit du tronc commun entreprise et ingénierie. Voilà. Moi, personnellement, j'ai fait par exemple un cours sur l'initiation au droit et au droit du travail, ce qui est assez intéressant. Et j'ai fait aussi de la bio-ingénierie,
c'est pas quelque chose qui est enseigné à Supaéro normalement, et donc c'est bien, les électifs, ça permet de nous ouvrir à d'autres domaines, et c'est en aucun cas restrictif pour les filières qu'on veut choisir en troisième année. Exactement. Donc effectivement, pour compléter un peu sur ces cours électifs, c'est vrai que l'idée, c'est de vous faire plaisir, moi je dirais, au sens où prenez des choses que vous avez envie de découvrir. Alors ça peut être, comme le disait Marion, des cours complètement différents. Bioingénierie, effectivement, ça ne fait pas partie de la formation directe de l'école. Il y a peu de gens qui vont travailler dans ce domaine-là en sortant de l'école. De la même façon, un cours qui marche très très bien, c'est un cours qui s'appelle Planétologie, sur les exoplanètes. Bon, pareil, il y a très peu de gens qui vont travailler dans ce domaine-là plus tard. N'empêche que c'est l'occasion de découvrir ce genre de choses. Alors, en dehors de ces cours de type électif, vous pouvez un peu construire à votre gré. De la même façon, en troisième année, il y a, en plus de la filière qui est de type disciplinaire, ce qu'on appelle un domaine d'application qui se veut plutôt transverse, c'est-à-dire qui est, je dirais, plus de type industriel, où on voit un peu d'abord le cœur de métier de l'école, la conception, opération des aéronefs ou des systèmes spatiaux, mais aussi autour de l'énergie, du transport, de l'environnement, la neuroergonomie, l'intelligence artificielle, les systèmes autonomes, et aussi un domaine un peu particulier qui s'appelle modélisation des systèmes complexes et simulation, qui est autour des mathématiques appliquées. Après cela, on peut faire plus. C'est-à-dire, je dirais, ça c'est un petit peu le programme de base. Et puis, il y a ce qu'on veut vouloir faire en plus. Alors, un certain nombre d'étudiants vont se poser la question, par exemple, de faire une thèse après l'école. Alors, faire une thèse après l'école, ça ne veut pas dire ensuite devenir un vieux crouton enseignant-chercheur, comme c'est mon cas. Ça peut aussi vouloir dire travailler dans l'industrie. Et donc, ça peut être l'occasion, je dirais, d'aller plus loin pour pouvoir se placer dans un milieu type recherche et développement. Donc, je dirais, associé en gros à toutes les filières de troisième année, il y a ce qu'on appelle des masters recherche qui permettent d'aller un peu plus loin dans la formation. En dehors de ces aspects master recherche, il y a aussi ce qu'on appelle des certificats, c'est-à-dire l'occasion d'avoir des formations complémentaires qui viennent se rajouter au diplôme supérieur. Enfin, il y a les stages que vous avez l'occasion de faire au long de la scolarité. Alors, en fin de première année, d'habitude, il y a un stage ouvrier d'environ 4 semaines. En deuxième année, il y a un stage qu'on appelle stage recherche, en gros 2 mois. Et en fin de troisième année, il y a, enfin, quand je dis enfin, c'est la moitié de l'année, en fait, c'est le stage de fin d'études qui dure à peu près 6 mois. Voilà. Alors là aussi, peut-être, si vous voulez dire un mot sur votre stage ouvrier, puisque vous l'avez commencé. Oui, alors je l'ai commencé ce matin, mais moi je fais un stage ouvrier dans une association de l'école qui est OSE, donc l'association d'ouverture sociale étudiante. Et le stage ouvrier, c'est aussi l'occasion d'expérimenter un peu des tâches exécutantes, si on peut dire ça. Donc personnellement, je m'occupe du tri des archives. Et voilà. Ok. Alors, en dehors de ces formations en interne, il y a aussi des formations à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de faire des formations complémentaires avec d'autres établissements en France ou à l'étranger. Donc en France, ça peut être avec des formations type Sciences Po, HEC, Toulouse School of Economics, enfin, souvent des formations plutôt orientées management et autres, mais aussi des formations un petit peu différentes, type SPCI par exemple, pour ceux qui justement seraient frustrés de ne plus pouvoir faire de chimie, ou bien avec l'ENS de Paris-Saclay. Il y a aussi des tas de formations avec des universités partenaires qui permettent de substituer le deuxième semestre de deuxième année. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité, plutôt que de passer le semestre 2 de deuxième année sur le campus, à faire suivre des enseignements électifs, à aller suivre des formations à l'étranger dans le domaine qui vous intéresse. Alors, sur le campus, qu'est-ce qu'il y a? Sur le campus, il y a aussi des labos de recherche. C'est-à-dire que je dirais là peut-être la différence aussi essentielle par rapport à tout le système que vous avez connu jusqu'à présent. Finalement, vous êtes dans des lycées, il y a des profs qui sont des enseignants professionnels et qui ne font que ça. À Supaéro, la plupart des enseignants permanents sont aussi des chercheurs. Et ils travaillent dans les différents labos de l'école. Donc là, il y a quelques images qui représentent les différentes choses qui sont possibles. Alors, c'est clair que là, pour ce qui est de la recherche à Supaéro, elle est très orientée aéronautique et spatiale. Ça, c'est pas une surprise. Le cursus, comment il est structuré? Bon, alors là, vous avez un dessin un petit peu compliqué. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais enfin, pour voir qu'il y a beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce cursus? Donc, on a dit tout à l'heure, il y avait un tronc commun. Le tronc commun scientifique, c'est en gros les 6 premiers mois, enfin, les 4 premiers mois de la première année, de la deuxième année. Le reste, je dirais, ça va être des enseignements qui vont être un peu à votre main. C'est là qu'on va trouver les enseignements électifs, qu'on va trouver les projets, qu'on va trouver les enseignements de type humanité, etc.
En général, c'est vous qui allez choisir quel type d'enseignement vous voulez suivre là-dedans. Il y a la troisième année dont on a déjà parlé tout à l'heure, et puis il y a très très souvent, parce que c'est le cas, je dirais, de l'écrasante majorité des étudiants qui rentrent en première année, eh bien, ils vont faire une année de césure. C'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter pendant un an dans le cadre de leur scolarité et ils vont faire autre chose. Alors, c'est quoi autre chose? Je dirais il y a un peu de tout. Il y a, je dirais, le classique, c'est par exemple 6 mois de stage dans une entreprise, 6 mois de formation complémentaire dans un autre établissement. Mais ça peut être aussi l'occasion, je ne sais pas, de faire le tour du monde. Ça peut être l'occasion de faire un trek au Népal, je crois qu'il y a eu ça. Pour ceux qui sont très intéressés par des domaines particuliers, je crois qu'il y avait un élève qui avait passé l'agrégation de mathématiques, il voulait faire des maths, ben voilà, il a passé l'agrégation de mathématiques et il a été reçu d'ailleurs pendant son année de césure. Dans un style un peu différent, je crois que quelqu'un d'autre a fait un CAP de pâtisserie. Voilà, ça c'est pour les gourmands. En tout cas, vous avez plein de possibilités. Et ce que l'on peut dire, si vous voulez, c'est que, en gros, 50% des diplômés, en plus de leur diplôme d'ingénieur, ont un autre diplôme. Alors, la notion de double diplôme parfois est un peu ambiguë parce que souvent le double diplôme, enfin, en tout cas pour moi, est associé au fait de dire je vais passer 2 ans dans un établissement, 2 ans dans un autre, c'est-à-dire faire une scolarité qui est vraiment en 4 ans. Cette situation, elle se présente assez peu fréquemment. La situation la plus fréquente, c'est finalement, vous allez faire pendant 6 mois une formation complémentaire qui va vous donner un diplôme supplémentaire en plus de supérieur. Alors, pour donner rapidement deux petits exemples, hein, sans se rentrer dans les détails, voilà, à gauche, vous avez Nicolas, il a fait la filière sciences des données avec le domaine un peu mathématique appliquée. Il était intéressé par la recherche, donc il a fait un stage dans un labo d'électronique, il a fait un stage au Japon, il a été ensuite faire un stage à Télécom Paris Tech et normalement il est en train de faire une thèse sur le sujet en lien avec les musées. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est des problèmes de reconnaissance d'images sur des œuvres d'art. Charlotte, elle a fait des stages en entreprise, à la DGA, à Safran. Elle a été faire un stage aux États-Unis. Et puis au niveau des associations et des clubs, eh bien, ils ont eu différentes activités. Parce qu'effectivement, alors, pardon, là, ça doit être la planche d'après, je prends l'avance. Donc, le recrutement, alors, en première année, vous allez être en gros 200. La plupart, vous êtes recrutés sur le concours commun que vous êtes en train de passer en ce moment. En deuxième année, vous allez être rejoint par pas loin d'une centaine d'étudiants quand même. La promotion va passer à peu près à 300. Vous allez avoir énormément de doubles diplômes internationaux. Donc sur le campus, en fait, bon, on vous parle essentiellement ici de la formation ingénieur. Il y a aussi des formations master, des formations par apprentissage. Donc vous allez pouvoir côtoyer des étudiants d'origines différentes, de milieux différents, de nationalités différentes. Il y a énormément de nationalités qui sont présentes sur le campus. Ça aussi, c'est une opportunité assez unique pour pouvoir rencontrer d'autres gens. Puis en troisième année, vous allez avoir des auditeurs nationaux, internationaux ou des élèves polytechniciens. Donc, la scolarité, elle a lieu à Toulouse, sur un campus qui fait à peu près 22 hectares, à côté du canal du Midi. Bon, à titre indicatif, hein, il est un peu excentré par rapport à la ville, mais en pratique, ce n'est pas si excentré que ça, hein, je peux vous le dire, puisque bon, moi, je viens ici à l'école en vélo, je mets à peu près un quart d'heure, 20 minutes à rejoindre le centre-ville, le Capitole, voilà. Donc c'est largement tenable. Bon, j'ai 60 ans, je pense que vous êtes plus jeune, vous y arriverez facilement aussi. Si vous voulez habiter sur la résidence, c'est tout à fait possible. La résidence a été complètement rénovée il y a quelques années. Donc pour ceux d'entre vous qui se posent la question, ah oui, mais s'il faut trouver un logement, en gros, en première année, vous devez trouver une chambre à la résidence, il n'y aura aucun souci. Après, l'expérience montre que la plupart d'entre vous se mettent en colocation. C'est-à-dire que, je dirais, la plupart du temps, en deuxième, voire troisième année, en fait, vous allez vous regrouper par 4-5, vous trouvez un appartement plus près du centre-ville, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous voulez rester à la résidence, il n'y a aucun souci non plus. Sur le campus, il y a énormément d'associations de type scientifique, culturel ou sportive. Alors peut-être si vous voulez dire un mot sur les associations auxquelles vous participez, précisément. Personnellement, donc, je suis présidente du club des Pom Pimps, qui est le club de Pom Pom Girl de Super Héros. En gros, on supporte toutes les équipes de sport et on a nos tournois aussi. J'avais essayé le rugby aussi en début d'année, bon après j'ai arrêté. Et je suis donc aussi dans l'association dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'association d'ouverture sociale. Donc là, on travaille avec des collégiens et des lycéens pour faire du tutorat, des projets autour du handicap et pour aussi essayer de promouvoir les études scientifiques auprès du public féminin.
Merci. Donc, en dehors de tout ça, bon, ben voilà, sur place, il y a aussi une piscine, un gymnase, des possibilités d'utiliser les équipements sportifs de l'école. Et puis enfin, ben, Toulouse, c'est quand même une ville universitaire de très grande dimension. Hein. C'est, en dehors d'être la capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace, il y a énormément d'étudiants, donc une vie universitaire foisonnante, des tas de possibilités. Là aussi, c'est très très sympathique. Sur le campus, donc, comme je vous le disais, ben voilà, il y a plein de possibilités. Il y a possibilité aussi de passer d'un brevet de pilote. Donc ça fait partie des possibilités qui vous sont offertes dans le cadre de votre formation. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une vie étudiante riche, avec énormément de possibilités, un Fab Lab, un InnovSpace, des drones, pour ceux que ça intéresse aussi, possibilité de travailler sur les drones, l'aéromodélisme. Au niveau des activités artistiques, il y a un bureau des arts au niveau des élèves qui fait des clubs type théâtre, etc. Énormément d'événements qui sont organisés par les étudiants. En particulier, il y a une manifestation qui s'appelle Air Expo. C'est un grand rassemblement aérien qui est organisé par les élèves de Supaéro et en conjointement avec l'ENAC. Des événements sportifs comme le Supaéro Wing ou bien le Raid ISAE, etc. Et puis le gala de l'école. Dernier élément pour conclure. Parce que ça aussi, c'est une question que beaucoup commencent à se poser chez les jeunes. Oui, pourquoi travailler dans l'aéronautique? Est-ce que, bon, on entend beaucoup parler de bashing sur l'aéronautique. Enfin, c'est quand même quelque chose qui ne paraît pas très, très dans l'air du temps, du développement durable. Alors, effectivement, ça peut être une façon de voir les choses. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'on est en pleine transition. De toute façon, les choses vont évoluer. Elles vont devoir évoluer, parce que sinon, on va aller dans le mur. Et donc l'ingénieur, ben maintenant, il a une place privilégiée pour aider à cette transformation. Une partie des solutions seront vraisemblablement techniques. Une solution, ça peut être de dire on arrête tout, on va cultiver nos chèvres sur le Larzac. Bon, effectivement, ça aura moins d'impact carbone, mais le Larzac va être vite plein. Donc peut-être qu'il va falloir trouver autre chose. Trouver autre chose, ben, c'est peut-être développer des nouveaux outils, développer de nouveaux types d'avions, de nouveaux types de transports, se poser un certain nombre de questions. Et donc là, je pense que, en tant que futur ingénieur, vous avez des possibilités énormes et que vous avez un défi à relever. Et c'est vraiment l'occasion de le faire. Et je pense que Supaéro peut vous aider à vous donner ces clés pour réussir. Voilà. Je vous remercie de votre attention, pour ceux qui sont là. Et si vous avez des questions à poser, donc, on est prêt à y répondre, l'une et l'autre. Alors, première question que je vois, donc, c'est quelle est la difficulté d'accès à Supaéro par rapport aux autres écoles du groupe des mines? Bon, alors c'est difficile de faire des statistiques là-dessus. Hein. Je dirais qu'actuellement, enfin, ce qui apparaît en tout cas, c'est, je crois que Supaéro se place dans les entre 3, 4 et 5. Disons, il y a les mines de Paris qui se placent en tête de façon assez générique sur tous les concours. Les ponts qui se situent en second, grosso modo. Et puis ensuite, il y a le triumvirat, je dirais, ENSTA, Télécom ParisTech et Supaéro, qui jouent au jeu un peu égal. Je dirais que c'est là que ça dépend un petit peu du type de domaine dans lequel vous voulez travailler. Je dirais, si vous voulez travailler vraiment dans l'informatique, télécom, peut-être que télécom, ça paraît plus normal. Si vous voulez travailler dans la mécanique, Supaéro est plus naturel. Voilà. Bon, je vois aussi que Pierre vient de nous rejoindre, donc je vais l'inviter à nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Pas de problème. Allez hop. Du coup, vous allez vous faire directement alpaguer. Déjà, vous présenter brièvement. Ok, moi c'est du coup Pierre Bertozzi. Je suis étudiant en première année, donc j'ai fait psy, j'ai fait une MPSI puis une psy étoile au lycée Louis-le-Grand à Paris. D'accord. Peut-être là, d'ailleurs, je n'ai pas dû vous poser la question tout à l'heure. Pourquoi vous avez choisi Supaéro? Moi parce que c'était mon école un peu de cœur en entrant en prépa. Je voulais vraiment faire une école portée sur l'aérospatiale et l'aéronautique et du coup c'était logiquement le premier vœu à mettre. D'accord. Je crois que je ne vous ai pas posé la question. Alors du coup, ça va permettre comme ça de faire des statistiques avec deux éléments. Moi aussi, j'étais assez intéressée par le domaine aéronautique. Après, maintenant, je ne sais pas si c'est forcément dans ça que j'ai envie de travailler, mais bon, j'ai encore 2 ans pour vraiment me décider. Et c'était la meilleure école aussi que j'avais obtenue au concours, donc j'y suis allée.
Et donc, pour revenir un peu sur ces deux réponses, je disais, ça va faire des statistiques, parce qu'effectivement, c'est à peu près ce qui se passe. Hein. Je dirais que, grosso modo, l'expérience montre qu'actuellement, en gros, 50% des étudiants qui rentrent à SupaAéro sont là parce que c'est vraiment le domaine aéronautique et spatial qui les intéresse, alors qu'en gros, 50% viennent là parce que c'est l'école la mieux qu'ils ont réussi, et qu'ils se disent, ben voilà, je vais pouvoir faire des choses intéressantes. Alors, autre question technique, là. Difficulté d'accès de... Non. Pardon, les installations sportives du campus sont-elles en libre accès à toute heure? Alors, sauf erreur de ma part, c'est le cas. Bon, la piscine, je ne pense pas que ça marche la nuit quand même, parce que je crois qu'il faut qu'il y ait un maître nageur qui soit là, donc il faut quand même faire un peu attention. Et puis, jouer au tennis la nuit, c'est pas très pratique non plus. Mais sinon, en gros, oui, vous avez énormément de possibilités. Je crois qu'il y a des terrains de tennis, il y a un terrain de squash également. Ça, par contre, ça doit pouvoir marcher le soir. La question aussi en lien avec les activités sportives, à combien de temps l'école se trouve-t-elle des montagnes et les élèves vont-ils skier l'hiver, les week-ends en période de cours? La réponse est, je dirais, alors pour la première, ça doit être à peu près 1h30, je crois, en voiture. Bon, je pense qu'il ne faut pas trop dépasser les limites de vitesse. Et puis ça dépend de l'endroit où vous allez exactement. Concernant les possibilités d'aller le week-end, ben oui, c'est possible. D'ailleurs, je crois que même vous devez avoir des possibilités de forfait train qui existaient à une époque. C'est-à-dire que vous pouviez prendre le train de Toulouse le matin, vous preniez dans votre billet, intégrez le forfait à la station, etc. et vous faisiez l'aller-retour dans la journée. Le soir, vous êtes mort, mais en tout cas, vous êtes bien pour faire du ski sur la journée. Un dernier point aussi qui a été remis à l'honneur cette année, parce que les années Covid nous ont un petit peu coincés là-dessus, eh bien, c'est la semaine de ski, c'est-à-dire que dans le cadre de la première année, pendant le mois de janvier, il y a en gros 4-5 jours de semaine dite sport-études, où en fait ça se passe à la montagne, vous passez une partie du temps à faire du ski, puis une partie du temps à travailler sur un projet d'ingénierie entreprise. En gros, quand vous n'avez pas le temps de faire du ski le soir ou le matin, quand les pistes ne sont pas ouvertes. Aussi en rapport avec le ski, il y a un club ski à SupaAéro, donc voilà. Il faut postuler en début d'année et après ils partent quasiment tous les week-ends d'hiver dans différentes stations faire du ski. Voilà. Donc je vous dis, en dehors du forfait ski, vous prenez le train. Effectivement, je pense que de toute façon, le covoiturage doit bien marcher là-dessus aussi. Donc il y a pas mal d'élèves qui ont des voitures, donc il n'y a pas de problème. Alors, quelle est grossièrement la part d'enseignement scientifique à SupaAéro? Bon, moi je dirais, c'est quand même bien les deux tiers de l'enseignement. Le tronc commun scientifique est quand même un énorme morceau, c'est à peu près la moitié. Après, vous avez les enseignements, donc tout ce qui est l'axe, et dans les électifs, il y a des possibilités de suivre des cours qui sont moins à nature scientifique et technique. Enfin bon, l'école est quand même une école d'ingénieurs, la formation est essentiellement formation d'ingénieurs, donc elle est quand même très scientifique et technique. La charge de travail est-elle conséquente? Alors comme moi je ne travaille pas, je ne peux pas vous répondre, donc c'est les élèves qui vont vous dire. Du coup, je vais commencer. Bon, ça n'a rien à voir du tout avec le rythme de travail qu'on avait en prépa, déjà. C'est beaucoup plus léger. Après, il y a un minimum de travail à fournir, mais c'est tout à fait faisable et il n'y a rien qui est mis en œuvre en fait, pour notre échec. Vraiment, on est assez bien guidé de ce côté-là, donc il ne faut vraiment pas s'inquiéter. C'est pas du tout quelque chose de préoccupant quand on est à SupaAéro. Si tu veux. Oui, je suis assez d'accord avec Pierre, le travail est en tout cas beaucoup moins important qu'en prépa. Après, c'est sûr que surtout en période d'examen, il faut réviser, mais franchement, par rapport à la prépa, ça va tout seul. Voilà. Après, comment ressentez-vous les cours de tronc commun par rapport à ceux de la prépa? Plus exigeants, plus proches des systèmes réels, plus d'autonomie? Je vais peut-être vous laisser répondre d'abord. Encore. Allez. Déjà, la façon dont c'est fait, c'est différent de la prépa parce qu'on a d'abord des cours en amphi, donc on nous lit le cours, on nous explique le cours, et puis après on a des cours en petite classe où on fait surtout des exercices. Globalement, les exercices, ils restent assez théoriques, mais on fait beaucoup d'applications au système aéronautique et aérospatiaux, notamment en mécanique des fluides, où on fait beaucoup d'applications sur les ailes d'avion. Je ne sais pas si tu as des trucs à rajouter, Claire. Ouais, pour la forme des cours, c'est totalement, Marion a totalement raison. Après, il y a aussi, on a quand même pas mal de maths en première année, mais c'est vraiment des maths qui sont beaucoup plus appliquées et beaucoup moins théoriques
que ce qu'on va faire en prépa, d'ailleurs quelle que soit notre filière d'origine, que ce soit en MP, en psy ou en PC ou en PT. Vraiment, c'est des maths qui sont beaucoup plus accessibles et beaucoup plus concrètes. Ah, c'est vrai. Donc peut-être pour compléter aussi certains éléments de réponse, effectivement, peut-être une grande différence que vous ressentirez, je dirais à Supaéro, mais ce serait vrai aussi dans n'importe quelle école d'ingénieur, c'est que la forme des enseignements est plus du tout la même. En particulier, il y a l'histoire des amphis. Bon, ben voilà, un amphi, c'est le cours, le prof va vous balancer quand même en 1 heure une quantité de cours assez impressionnante, c'est-à-dire l'équivalent peut-être de 40 ou 50 pages de polycopier. Et par rapport à la façon de travailler en prépa, où on va un petit peu jusqu'au bout des choses, je pense que ça a un côté parfois un peu frustrant. Donc ça, c'est quelque chose auquel il va falloir vous habituer, c'est-à-dire qu'on est moins dans l'exigence de savoir faire les choses à fond que dans celle de savoir un peu comment ça s'architecture, comment les choses se parlent les unes aux autres, comment on peut les utiliser. Moi, je dirais que je pense en prépa, vous apprenez à travailler de façon efficace sur un sujet précis. En école, je pense que vous allez davantage apprendre à apprendre d'une part, et à apprendre à voir les choses de façon synthétique. C'est-à-dire finalement savoir qu'il y a des choses qui existent, et que ces choses-là, si vous avez besoin de les creuser, vous êtes capable, parce que justement la formation prépa vous a donné cette possibilité de creuser, mais en école, on n'aura pas le temps de creuser de la même façon. Alors, en tout cas en tronc commun. Le tronc commun, il est là un peu pour vous donner les bases générales. Moi, j'aurais tendance à dire aussi que l'un des intérêts du tronc commun, en dehors de vous donner une culture scientifique d'ordre général, pour moi, c'est aussi une forme de publicité, finalement, sur le reste de la formation, par certains côtés. C'est-à-dire que je crois que souvent on a des idées préconçues sur un certain nombre de choses, parce que les cours qu'on a eus auparavant, les profs qu'on a eus, ils aimaient ceci ou ils n'aimaient pas cela, du coup le cours en question s'est bien passé, s'est mal passé, et on se dit « Ah ouais, cette matière-là, je ne veux plus en entendre parler, vraiment c'est plus possible ». Et c'est l'occasion de découvrir, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent en se disant « L'informatique c'est une catastrophe » ou bien « La mécaflux, jamais, plus jamais ça ». Et puis en fait ils découvrent que c'est complètement différent de ce qu'ils croyaient. Et se trouve un véritable intérêt. Et je pense qu'il faut aussi venir un peu avec l'esprit ouvert, l'esprit de se dire, voilà, je vais découvrir des nouveaux domaines, de nouvelles choses, et c'est l'occasion pour vous un petit peu de les découvrir à travers le tronc commun, et puis ensuite, si les affinités se créent, je dirais, de les approfondir à travers les électifs de première ou deuxième année, à travers les cours de troisième année. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le pense, et ça me paraît un point important. Alors, est-ce qu'ils sont plus concrets ? Effectivement, je pense qu'on essaye d'être plus concret. Bon, je rebondirai sur ce qui était dit tout à l'heure. C'est vrai que la plupart des exemples sont tirés du monde aéronautique et spatial, mais ça n'empêche que, de fait, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ça reste une formation généraliste. C'est-à-dire que, oui, de fait, les profs ici, ils travaillent souvent dans le domaine aéronautique et spatial pour la recherche, donc ils vont prendre des exemples tirés du monde aéronautique et spatial. Bon, ce qu'il faut vous dire aussi, si vous voulez, c'est que en aéronautique et spatial, on a moins le droit à l'erreur. Donc, on est, je dirais, plus exigeant. Bon, pour prendre un exemple vraiment caricatural, je veux dire, une porte d'avion qui se casse la gueule, l'avion se casse la figure. Si vous êtes dans une voiture, si la portière se casse la figure, vous êtes attaché, à la limite, il ne se passera rien. Ça ne sera pas agréable, mais il ne se passera pas rien. Voilà, pour vous donner, bon, c'est très caricatural comme exemple, mais si vous voulez, on est souvent à titiller dans les enjeux, donc il ne faut pas se rater. Il ne faut pas se rater, et du coup, c'est plus exigeant. Et je pense que si vous êtes capable de réussir dans ce domaine-là, vous serez capable de réussir dans tous les autres domaines. Voilà. Alors, justement, il y a une question qui dit, y a-t-il des débouchés dans l'automobile à la sortie de l'école ? Absolument. Absolument. Et même pour ceux qui aiment des trucs un peu plus exotiques, je crois qu'il y a un étudiant là, de deuxième année qui va aller faire un stage en Formule 1. Je crois que c'est en Italie. Vraisemblablement, ça doit être Ferrari. Il y en a d'autres qui ont fait d'autres stages en Formule 1. Voilà, donc, oui. Pour rebondir dessus, si vous voulez travailler dans l'automobile, c'est vraiment intéressant de venir à Supaéro. Déjà, le tronc commun aborde beaucoup de thèmes autour de ça, et surtout on a des électifs. Oui. Donc au deuxième semestre, on choisit nos cours, et on a vraiment des électifs qui sont portés sur l'aéro des automobiles, et aussi dans nos séances de manipulation en Prex, on a aussi des sujets qui concernent ça. Donc vraiment, si vous voulez travailler dans l'automobile, ça peut être une belle entrée en matière. Alors après... Alors, dans l'ordre, j'essaie de reprendre un certain nombre de questions qui sont venues, que j'ai laissé passer. Donc, alors, croyez-vous en l'avion vert ? Bon, à part le repeindre en vert, effectivement, bon, je suis un peu perplexe pour l'instant. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Là, je reviendrai sur ce que je disais à ma dernière planche, c'est-à-dire que je pense que tout est à construire et que justement, là, il y a un véritable enjeu pour les ingénieurs.
Ce qui me semble incontournable, c'est que la population, je dirais, planétaire a pris l'habitude de voyager, de façon générale, et souhaite continuer à voyager. Si on dit aux gens maintenant, vous ne pourrez plus partir qu'à, je dirais, à 50 ou 60 km de chez vous parce qu'il n'y a plus les moyens de le faire, je pense que ça va tiquer. Donc on va essayer de faire en sorte de pouvoir continuer à voyager. Donc, les avions, il va falloir les faire évoluer. Alors effectivement, peut-être que l'avion Paris-Toulouse, ça va être appelé à disparaître, et c'est peut-être pas un drame absolu. Par contre, bon, s'il faut se dire, il faut que pour aller à New York, il faudra prendre le bateau et passer une semaine, bon, c'est sympa, mais ça va vite atteindre ses limites. Donc, si vous voulez, pour les grandes distances, ben, l'avion, ça reste quelque chose d'incontournable. Et je pense que là, les gens mettront des billes. Par contre, tout est à construire. Et là c'est vraiment, je dirais, c'est votre boulot, hein, vraiment. Une autre question, oui. Comment s'effectue la formation pour passer le brevet de pilote et est-elle accessible en première année? Alors, effectivement, elle a lieu en première année. Je ne sais pas si vous le suivez, l'un ou l'autre. Oui, ben, vous pouvez peut-être en dire un mot à ce moment-là. Oui, du coup, à Super Héros, on a la chance de pouvoir passer notre PPL, donc c'est la licence de pilote privé. Du coup, on a un aérodrome qui est à peu près une dizaine de kilomètres. On peut y aller en voiture ou en vélo. Et on a, donc Super Héros a une flotte d'avions. Et on a des instructeurs, donc on peut prendre des cours toute l'année. Du coup, comment ça se passe? Du coup, quand vous allez arriver en septembre, au début, on n'en parle pas trop. Et après, en fait, il y a des cours pendant 2 à 3 mois sur... c'est comme le permis, en fait, il y a une partie théorique et une partie pratique. Donc, il y a des cours sur la partie théorique et on est sélectionné dessus. Donc, en moyenne, il y a à peu près 60 élèves qui essayent d'avoir cette possibilité et cette année on est 34 ou 35 à avoir été pris et du coup après il faut aller passer le théorique dans un aéroport, donc typiquement à Blagnac, et ensuite on peut passer le théorique et c'est vraiment quelque chose de super enrichissant, d'abord par rapport à nos études parce que du coup c'est comme si on faisait des TP en vol un peu toute l'année, donc c'est sympa, et aussi d'un côté financier on a vraiment beaucoup d'avantages, c'est-à-dire que de mémoire, le total revient à peu près à 2 000 €, alors que ailleurs, ça peut être plus de 10 000 € facilement. Donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant et super accessible. Effectivement, pour compléter, effectivement, oui, d'une part, c'est effectivement très très intéressant d'un point de vue tarif. Deuxième point, c'est que c'est effectivement réellement sélectif aussi. Hein, autant, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes élève ici que vous l'aurez forcément. Effectivement, là, faut travailler un petit peu pour ça. Bon, voilà. Sinon, par rapport aux aspects vol-moteur, puisque Pierre en parlait, effectivement, il y a aussi c'est quelque chose qui est proposé dans le cadre de la scolarité, c'est-à-dire que normalement, vous avez à la rentrée un baptême de l'air, voilà, dans les petits avions. Et ensuite, normalement, il y a un TP en vol, parce qu'il y a un cours qui s'appelle mécanique du vol, tout simplement, dans le cours de tronc commun. Alors, pour le coup, celui-là, il est vraiment orienté aéronautique et spatiale, enfin aéronautique en l'occurrence. Et donc, il y a un moment, on fait un TP, c'est-à-dire que des choses qui ont été racontées théoriquement dans le cadre du cours sont expérimentées dans un véritable avion. Et aussi, en plus de ça, donc dans le cours de pratique expérimentale, dont Pierre parlait tout à l'heure avec les TP sur l'aéro des autos, on peut faire la même chose, on peut faire de la pratique expérimentale en vol, enfin voilà, donc on peut faire des TP en vol plus qu'une seule fois dans l'année. Alors, puisqu'on parle de TP et de projet, justement, il y a une question mais c'est marqué pour les 2 élèves. En termes de mise en pratique du cours, les TP et projets sont-ils intéressants? Et avez-vous des exemples de systèmes étudiés, d'expériences réalisées? Alors, les TP en vol, c'est extrêmement intéressant. Déjà, premièrement, parce que ça nous permet de comprendre vraiment tout ce qu'on a étudié en cours. Et après, pour ce qui est on a un module donc, de TP qui s'appelle pratique expérimentale. Et là, vraiment, on peut choisir énormément de domaines. Moi, je sais que j'ai travaillé donc, à l'adaptation étudier une cellule photovoltaïque pour la mettre sur des drones. On peut aussi travailler dans les souffleries, etc. Enfin, il y a plein de choses et c'est extrêmement concret. Oui, moi, pour donner une idée, j'ai travaillé en soufflerie. C'était sur la caractérisation sur la portance et la traînée d'une aile d'avion. Donc on peut faire pas mal de manipulations de ce côté-là. Ensuite aussi, tout au long de l'année, dans les cours par exemple d'électronique, on va être amené aussi à faire des TP, par exemple de la programmation sur des petits robots. C'est assez sympa, c'est assez intuitif, donc c'est sympa. Et ensuite, en fin de première année, vous avez un stage ouvrier. Et on a la chance à Super Héros quand même d'avoir pas mal déjà, un carnet de stage en fait, où il y a beaucoup de choix qui sont proposés. Et du coup, il y a possibilité quand même de trouver aussi des stages où on va être amené à faire typiquement de la mécanique sur des avions, sur des hélicoptères. Et ça renforce du coup le côté vraiment pratique.
Après, effectivement, c'est vrai que si on prend, je dirais, le tronc commun lui-même, les enseignements, enfin les projets sont souvent de type numérique. C'est souvent ça se passe en séance sur ordinateur, hein, parce qu'il y a beaucoup de modélisation numérique qui se fait maintenant. Je pense que si on va aller un petit peu plus loin, il faut mieux se placer sur les cours, soit le cours de pratique expérimentale dont on parlait tout à l'heure, soit certains électifs qui proposent des enseignements aussi de mise en œuvre pratique, parce que bon, quand il faut faire passer de la promo entière sur un banc d'essai, c'est pas forcément faisable. Voilà, donc c'est vrai que certains TP, enfin les TP de tronc commun restent assez académiques et assez théoriques sur certains aspects. En tout cas, on n'a pas vraiment l'impression de manipuler les choses. Par contre, à travers les enseignements électifs, à travers les projets aussi. Donc vous avez aussi un projet recherche en deuxième année. Bon, les élèves ne le connaissent pas encore puisqu'ils ne sont pas en deuxième année pour l'instant. Il y a des possibilités de travailler avec des étudiants qui sont en thèse dans le cadre des labos et donc de voir un petit peu plus près ce qui se passe. Voilà. Alors une autre question qui était posée, c'était quelle est la proportion filles-garçons en première année? Alors là, tous les ans ça change, donc je crois que c'est quoi? C'est 15-20% cette année? Je sais plus. Nous, on est, il me semble, 18%. 18%, mais voilà. vraiment, moi, j'encourage toutes les filles à venir parce qu'il y a... Non, mais vraiment, c'est une école pour tout le monde. Et aussi bien qu'on soit une fille ou un garçon, il ne faut absolument pas se mettre de barrière. Vraiment, plus on sera de filles et mieux l'école sera aussi, quoi. Certainement. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de discrimination ni positive ni négative. Hein. Après, voilà, c'est vraiment effectivement une question de goût et d'avoir envie de venir. Alors, les stages à l'étranger sont-ils sélectifs? Alors, bonne question. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle stage. Bon, je dirais, si c'est un stage dans une entreprise, de toute façon, c'est toujours sélectif, au sens où, de toute façon, vous allez démarcher une entreprise. L'entreprise, elle peut vouloir vous prendre ou pas. Donc ça, si c'est de ça dont il s'agit, je dirais, voilà. Après, travailler à l'étranger, faire un stage à l'étranger dans une grande entreprise, je crois que c'est souvent plus facile quand l'entreprise est en fait soit une multinationale, soit c'est une antenne française, une antenne à l'étranger d'une entreprise française. Voilà, ça peut marcher très bien parce que les entreprises françaises connaissent bien le système école, connaissent bien SuperHéros, etc. L'étranger connaît moins bien, donc ça ne leur dit pas forcément grand-chose. Si après, la notion de stage à l'étranger, c'est lié aux césures académiques, c'est-à-dire aux formations, alors les choses se passent un peu de la façon suivante. En fait, ça dépend de l'établissement que vous visez. C'est-à-dire que, je dirais, si on prend un exemple, c'est les universités américaines ou bien HEC en France pour les doubles diplômes, dans ce cas-là, c'est l'université américaine, c'est HEC qui décide, parmi les gens qui candidatent, lesquels ils retiennent. Voilà. C'est-à-dire que nous, côté SuperHéros, on peut dire à des gens, tentez le coup, faire des recommandations. Ça ne veut pas dire qu'ils seront pris pour autant. C'est vraiment une sélection qui est faite par l'établissement d'accueil. Inversement, pour la plupart des accords qu'on a avec d'autres universités, c'est à partir du moment où SuperHéros dit on est d'accord, si vous pouvez partir. Bon, là où les choses deviennent un petit peu compliquées, où on peut parler de sélection, c'est qu'en fait, on a énormément d'accords avec énormément d'universités, mais en général, c'est 3 ou 4 places. Et donc, faire des statistiques sur 3 ou 4, c'est un peu compliqué. En particulier, ça dépend des années, c'est-à-dire que si une année, il y a 5 volontaires alors qu'il y a 3 places, forcément, il y en a 2 qui ne l'auront pas. Alors, il faudra qu'ils prennent autre chose. Hein. Bon, souvent, de toute façon, on demande aux étudiants de choisir, de faire plusieurs choix. Et puis voilà. Si par contre, il y a moins de volontaires une année donnée que de places, ceux qui le demandent l'auront. Voilà. Donc ça, c'est un peu comme ça que ça se passe. Moi, je dirais, à partir du moment où vous voulez faire une partie de vos études à l'étranger, et si vous êtes ouvert, c'est-à-dire, je pense que vous trouverez quelque chose. Vraiment. Ouais. Alors, comment les 35 sont sélectionnés pour le PPL? Je crois que c'est un concours, hein. Enfin, c'est un examen. Ouais, c'est ça en fait. Du coup, nous, on avait des cours théoriques jusqu'à à peu près mi-décembre, et la dernière semaine de décembre, en fait, il y a une simulation d'une épreuve théorique qui est réalisée par nos instructeurs, les futurs instructeurs de vol. Et du coup, en fait, ils prennent juste les 35 premiers. Enfin, le nombre varie, ça dépend un peu des places qu'ils ont, mais nous, c'était 35. Donc, ils prennent les 35 premiers à cette épreuve. Voilà. Alors,
On a une question, quels sont les débouchés dans le domaine de l'astronomie après Supaéro? Alors, si c'est l'astronomie au sens, je dirais, recherche, puisque c'est enfin monde académique, je pense qu'elles sont très faibles. Hein. C'est-à-dire que de toute façon, enfin un peu comme dans tout le monde académique actuellement, les postes d'enseignants-chercheurs, il n'y en a quand même pas énormément. Je pense que le monde de l'astronomie, il y en a encore moins qu'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il faut déjà faire une thèse, faire une très bonne thèse. Donc c'est pas simple. À mon avis, c'est pas simple du tout. Bon, après, et ça concerne, je pense, autant l'astrophysique que ces choses-là. Après, travailler dans le monde aérospatial, conception de satellites, voilà, il y a énormément de gens qui trouvent des postes à... Alors c'est quoi? C'est Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space, etc. Enfin là, il n'y a aucun problème. Les gens qui travaillent sur les satellites, il n'y a pas de souci. Après, la part d'aérospatial par rapport à l'aéronautique, j'aurais du mal à dire. Moi, je pense que les deux sont à peu près équivalents. En fait, je pense que c'est un moment, ça va être des histoires de choix. C'est-à-dire, vous allez choisir de travailler sur tel ou tel sujet. Je dirais, si vous faites par exemple une filière comme mécanique des fluides, bon, bah, je pense que le spatial, la mécanique des fluides, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, vous choisirez plutôt une filière type observation de la Terre, sciences de l'univers. Donc, c'est vous qui allez, je dirais, mettre un peu le curseur en fonction de votre centre d'intérêt, plus que dire la formation, elle est à 50% de ceci, à 50% de cela. C'est à vous, je crois, de la construire, vraiment. Pouvez-vous donner des exemples de métiers dans l'aéronautique et ailleurs en sortie de Supaéro? Là, moi, je dirais, le classique, c'est la personne qui va travailler, qui va devenir ingénieur chez Airbus. Donc, après, chez Airbus, il y a 1000 métiers d'ingénieurs, c'est-à-dire ceux qui vont s'intéresser, je dirais, à l'avion du point de vue structurel, c'est-à-dire conception de la structure avion, ou bien à la partie écoulement autour de l'avion. Ça peut être aussi la partie avionique, donc tout ce qui est signal et système informatique. Je veux dire, je pense que dans un avion, il y a en gros toutes les matières dont on a parlé tout à l'heure, donc il y a autant de métiers d'ingénieurs que ça. Il y a les gens qui vont être plutôt du côté de la production, et puis des gens qui vont être plutôt du côté de la recherche et développement, la conception des nouveaux avions. Donc voilà, c'est une boîte comme Airbus, c'est quand même plusieurs milliers, dizaines de milliers de gens, un bon paquet d'ingénieurs. Je pense que là-dedans, vous pouvez trouver un peu tout ce que vous voulez, hein, là, vraiment. Après, je parle d'Airbus, ça peut être aussi chez Dassault. Je crois que je connais un élève qui, l'an dernier, enfin, qui est parti travailler chez Dassault plutôt sur les sciences des données, parce qu'il commence à s'intéresser aux big data, des choses comme ça, et qu'est-ce que les big data pourraient apporter dans le domaine aéronautique. Voilà, il est parti là-bas pour travailler là-dedans. Voilà. Alors, un emploi du temps type de première année, d'un première année. Bon. Là, c'est... En gros, en première année, ce qui va se passer, c'est qu'on a cours... alors déjà, on n'a pas cours du tout samedi et dimanche. Voilà, déjà par rapport à la prépa. Alors classiquement, notre jeudi après-midi est libre. Donc c'est un temps qu'on réserve soit pour vous, soit pour vous investir dans les associations. Ce que je vous encourage à faire parce que c'est vraiment quelque chose de très important en école d'ingénieur. Sinon, en fait, c'est à peu près cours tous les jours de 8h à 17h à peu près. La particularité en première année, c'est que le lundi après-midi, il est réservé au sport et aux langues, donc LV2, LV3. Et le mercredi matin, on a nos cours électifs d'agriculture. Voilà, mais sinon, c'est 8h à 17h à peu près. Et tous les soirs, il y a des sports, des activités qui sont proposées après pour les diverses associations. Mais ça, c'est rien d'obligatoire. Voilà. Je crois qu'en plus, on peut dire que le jeudi après-midi est libre normalement aussi. Hein. Ouais, c'est ça. En principe, bon, il est arrivé cette année qu'on mette des cours un jeudi après-midi. On essaye d'éviter, on essaiera de faire mieux l'année prochaine d'ailleurs. Mais donc en principe, oui c'est ça. On peut dire en gros vous avez 7 heures de cours une journée type, hein, soit 4 heures le matin, 3 heures l'après-midi, soit l'inverse. Donc ça ce serait lundi, mardi, mercredi, vendredi, et puis 3 heures disons le jeudi. Bon, puis après, ça change un petit peu. De toute façon, vous n'avez pas, je dirais là, contrairement au prépa où effectivement vous allez dire, allez hop, j'ai 4 heures de maths le lundi matin, et puis machin, là l'emploi du temps il change toutes les semaines. Et puis en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une semestrialisation, c'est-à-dire que le tronc commun est surtout sur le premier semestre. Le deuxième semestre et plus les enseignements électifs, il y a plus d'heures qui sont prévues pour... Donc ça vous permet aussi d'avancer.
Et donc, effectivement, je pense que vous avez réellement la possibilité de vous investir dans tout ce qui est associatif. Et donc ça, je ne peux que vous y inviter, hein, parce que je crois effectivement que ça fait partie de la formation d'ingénieur. Hein, ça va beaucoup plus loin. Enfin, je veux dire, apprendre à gérer une équipe, à travailler ensemble. Bon, pour prendre un exemple, tout à l'heure, je disais qu'il y avait un truc qui s'appelle Air-Expo qui est organisé par les étudiants. Bah, c'est quand même, je crois, quelques milliers de spectateurs, une journée... Pardon, 15 000 spectateurs cette année, voilà. Des avions qu'il faut faire venir, donc au point de vue logistique et autres, c'est monstrueux. C'est pas un truc qu'on fait à 3 sur un coin de table. C'est du travail sur une bonne partie de l'année. Ça veut dire un vrai travail en équipe aussi, c'est-à-dire, je dirais en prépa, quand vous travaillez en équipe, c'est vous êtes à 4 dans une piole, vous faites le devoir de maths pour le lendemain, et il y en a un qui fait l'exercice 1, l'autre l'exercice 2, et puis après on fait tourner les feuilles. Bon, je n'appelle pas ça du travail en équipe. Là, le travail en équipe, c'est de dire il faut se répartir le boulot, il faut vérifier que le boulot a bien fait, etc. Et apprendre à jouer ce jeu ensemble. Parce que ce qui compte, c'est que le truc fonctionne à l'arrivée. Et ça fait partie du boulot d'ingénieur que vous aurez plus tard aussi. Et donc, je pense que vous apprenez au moins autant par toutes ces activités extrascolaires que par les cours eux-mêmes. Les cours eux-mêmes, c'est un apport théorique. Ben, les activités extrascolaires, c'est certains apports pratiques, finalement. Et pas seulement par les clubs techniques, par tous les clubs. Alors... Ça, on a déjà dit. Quelle place pour l'associatif? Bon, voilà, on en a parlé. La moyenne à Minpon pour accéder à Sup Aéro ou écrit, alors là, je ne sais pas. C'est le rang en concours, oui, c'est ça. Moi, je ne saurais pas dire. Donc là, il faudrait que vous regardiez un petit peu les statistiques des autres années. Je pense que vous devez avoir ça qui doit traîner dans vos prépas, mais honnêtement, je ne sais pas. Oui. Je pense que la moyenne, ça varie un peu tous les ans, mais oui, c'est vraiment la place que vous allez avoir une fois que les écrits et les oraux sont terminés. Et oui, il y a toutes les statistiques des années précédentes avec le rang médian et le rang moyen des étudiants qui ont intégré telle ou telle école sur le site des concours. Voilà. Donc je pense effectivement, le mieux c'est de regarder un petit peu ça, parce que c'est effectivement des choses qui peuvent changer. Voilà. Alors, c'était comment se passe l'intégration? Grave question. Bon, je pense que le mieux, c'est que vous en parliez, vous, parce que c'est vous qui avez été intégré quand même. Hein. Du coup, l'intégration, à Sup Aéro, il y a à la fois une intégration par les élèves, donc, et une intégration classique, et une intégration par l'administration aussi, où on commence pas directement les cours, on a des activités aussi pour apprendre à tous se connaître qui sont mises en place par l'administration. Je sais pas, Pierre, si tu veux développer. Juste dire que ça se passe très bien. Enfin, c'est pas quelque chose dont il faut être anxieux. On est vraiment à l'écoute de tous et quelle que soit la nature des activités, que ce soit par les élèves ou l'administration, s'il y a quelque chose que vous voulez pas faire, de toute façon, ce sera jamais forcé, évidemment. Donc il n'y a aucune peur à avoir. Côté administration, c'est vraiment sympa parce que on a un baptême de l'air, on fait des visites de musées comme la Cité de l'Espace, Aéroscopia, donc on est un peu plongé directement dans la matière. Et côté élèves, c'est beaucoup de moments de partage. On organise aussi des épreuves sportives, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa et qui a pour but en fait qu'on se rencontre un peu tous. Effectivement, je pense qu'un des éléments importants aussi, c'est que vous allez débarquer d'un peu partout. Hein, vous venez de différentes prépas. Bon, il y a rarement, peut-être certaines grandes prépas envoient une dizaine d'élèves, et encore, ils ne se connaissent pas forcément tous parce qu'ils viennent peut-être de filières différentes. Donc, en pratique, vous allez débarquer, vous connaîtrez peut-être une ou deux personnes dans la promo, et puis ça s'arrête là. Donc, ça va être l'occasion de faire des découvertes, de découvrir les autres. Et pour ça, effectivement, un certain nombre de choses sont proposées, donc des choses qui sont, je dirais, un peu gérées par l'école au sens de visite, de présentation, etc. Vous avez aussi des choses qui vont être organisées sur place à l'école. Je crois qu'il y a une compétition low-tech, etc. Enfin bref, bon, je ne vais pas tout vous dire parce que de toute façon, les choses peuvent changer un peu d'une année sur l'autre. Mais enfin, en tout cas, c'est l'occasion d'être ensemble et d'apprendre à vous connaître, tout simplement. Et puis après, il y a ce qui est organisé par les étudiants, donc effectivement, tout ce qui peut être soirée au début de l'année, accueil organisé par les deuxièmes années, il y a un week-end d'intégration, je crois, qui a lieu à peu près à mi-septembre, enfin c'est l'année prochaine en tout cas. Voilà, donc tout ça, en tout cas, vous avez, je dirais, énormément de possibilités, et à partir de là, vous allez creuser votre trou, et je crois qu'après, la promotion, ça fonctionne plutôt pas mal. Enfin, je crois que les gens, vous connaissez plutôt pas mal. Je vous dis, vous êtes à peu près 200. Alors 200, ça commence à faire du monde quand même. Hein. C'est pas évident de connaître tout le monde.
Voilà, il y a des gens avec qui ça accrochera plus, et puis vous les verrez à travers des clubs, vous les verrez à travers d'autres activités. Et à partir de là, je pense que ça se passe plutôt bien. Après, bon, je ne vous cacherai pas aussi qu'il y a des élèves qui ont des difficultés. Bon, ça aussi, c'est quelque chose auquel on essaie d'être attentif. C'est-à-dire que sur l'école, il y a une assistante sociale qui essaye un petit peu d'être à l'écoute des élèves. Parce que, bon, c'est vrai, ça c'est peut-être un point, on en parle assez peu. Oui, la première année, c'est souvent une année un peu charnière, je pense, dans votre formation. Parce que finalement, vous venez d'un système dans lequel vous n'avez jamais vraiment réfléchi à ce que vous alliez faire. Bon, je caricature un peu. C'est-à-dire vous étiez bons élèves, vous êtes retrouvés en prépa. En prépa, de toute façon, vous n'êtes pas vraiment là pour réfléchir, vous êtes là pour bosser. Si je caricature, mais il y a un peu de ça quand même. Et puis, vous allez arriver en début de première année, avec un emploi du temps qui, justement, se libère, donc vous allez avoir du temps. Donc ce temps, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et c'est là que certains commencent à gamberger, vraiment, parce qu'ils se disent, mais zut, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard ? Dans 3 ans, je vais bosser, je ne me sens pas prêt. Enfin, là, vous êtes encore, pendant 3 ans, vous allez être encore dans un milieu un peu privilégié. Il y a quand même papa, maman qui sont derrière. Vous êtes, enfin, je veux dire, vous n'êtes pas responsable de ce que vous faites. Bon, vous d'accord, vous avez le droit de voter, mais vous êtes majeur, tout ce qu'on veut. Mais il n'empêche que vous êtes majeur assisté quand même, quoi. Et il y a ces 3 ans d'école, vous allez être là pour passer un peu de ce monde, vous êtes complètement assisté à un monde où vous allez être vraiment totalement responsable de ce que vous êtes. Vous allez choisir ce que vous voulez faire plus tard, etc. Et ce n'est pas toujours quelque chose qui est évident. En particulier, vous allez avoir des choix. Moi, je sais que souvent, c'est quelque chose qui n'est pas simple pour les étudiants, justement, de même choisir des électifs, voilà, en première année. Il y en a qui sont là, ouais, et puis j'aimerais faire ça et ça en même temps, et puis voilà. Pareil, les clubs, tout ce qui est possible sur le campus, il va falloir choisir également. Donc, il va falloir trouver ce qu'on préfère, et puis ce qu'on laisse tomber. Et tout ça, c'est des choses qui font que, voilà, pour certains, parfois, ça prend des proportions qui sont un peu particulières. Et je vous dis, pour ça, il y a quand même un suivi au niveau de l'école, pour ceux qui pourraient avoir des difficultés. Alors. Autre question, je suis étonné qu'il n'y ait pas de chimie dans les cours. Y a-t-il des cours sur la propulsion chimique? Alors, je pense qu'effectivement, il devrait y en avoir en 3e année, vraisemblablement. Quand je dis qu'il n'y a pas de cours de chimie, c'est au sens où il n'y a pas un cours de chimie qui est apparenté comme tel dans le tronc commun. Après, par exemple, il y a un cours de mécanique des structures et des matériaux en première année. Je pense qu'on doit parler un petit peu de chimie ou de propriétés des matériaux. Donc, par certains côtés, ce n'est pas loin de la chimie non plus. Voilà. Bon, après, s'il y a vraiment des frustrés de la chimie, comme je le disais tout à l'heure, il y a un double diplôme avec le SPCI. C'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité, éventuellement, de revenir vers ça. Je dirais, il y a la possibilité, à travers l'année de césure, de se dire, justement, voilà, j'aurais aimé faire plus de chimie, je pourrais aller faire ça. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais on parlait de bio-ingénierie, puisque Marion a suivi un cours de bio-ingénierie. C'est vrai qu'il y a assez facilement, et en particulier chez les filles, là, pour le coup, on va faire dans le genre, je suis désolé, il y en a pas mal qui font des formations pendant leur césure autour de tout ce qui est biologie. C'est classique, et certains, ou même certaines d'ailleurs, ont fait ensuite une thèse, après Supaéro, thèse qui permettent de mélanger un petit peu le côté biologie avec le côté ingénierie. Mais là aussi, il y a des choses à faire, certainement, qui sont très intéressantes. Voilà. Alors, vis-à-vis de la taille de la promo et de l'ambiance, justement, est-ce que tout le monde se connaît ou est-ce que c'est un peu impersonnel? Alors là... c'est vrai que 200 en début d'année, ça fait un peu peur. Ça fourmille un peu partout. Mais en fait, c'est une taille tout à fait raisonnable. Enfin, j'étais assez étonné maintenant, au bout... là, l'année est finie, mais même... il y a 3, 4, 5 mois, au final on finit vraiment par pouvoir rencontrer tout le monde, ou quasiment tout le monde, et au moins connaître de vue toutes les personnes de sa promo, et on échange assez librement dans l'école, donc c'est très facile en fait de créer des contacts, de pouvoir parler, donc forcément après il y aura des groupes d'amis privilégiés, des affinités qui vont se construire, mais vraiment 200 ça reste en fait, en tout cas pour ma part, pas du tout impersonnel et vraiment très agréable. Oui, je suis totalement d'accord avec Pierre. Et puis il y a aussi plein d'événements qui sont organisés à la fois par les élèves et par l'administration pour essayer d'apprendre un peu mieux à connaître tout le monde et à découvrir les uns les autres. Donc voilà. D'accord. Et puisqu'on parle un petit peu de ces notions justement de se découvrir ou autre, c'est vrai que ce qui a été mis en place
année aussi pour la première fois. En première année, c'était une sorte de séjour à la montagne de 3 jours, c'était en mai dernier, je crois, c'est ça. Justement, un petit peu d'activité autour de d'apprendre un peu à construire son futur, construire ce qu'on veut faire. Bon, il n'y avait pas que ça, hein, d'ailleurs, peut-être que vous pouvez en parler un petit peu de ce que vous avez suivi, ce que vous avez fait, ce que vous en avez retenu. Alors il y avait énormément d'ateliers, que ça soit autour de apprendre à se connaître, apprendre à connaître les autres, aussi autour du développement durable. On avait tous aussi une randonnée à faire, mais c'était vraiment un séjour qui nous a permis de découvrir les dernières personnes aussi qu'on ne connaissait pas forcément, parce qu'on était tous mélangés dans les ateliers, et puis ouais, ça a vraiment aidé à la cohésion de la promo. Alors là, vous avez parlé du sport obligatoire. Quelle place prend-il dans l'emploi du temps? Peut-on en faire d'autres? Ah oui, avec les associations, ou est-ce déjà compris dans ce créneau de sport? Alors non, pas du tout. Enfin, les associations et le sport obligatoire, c'est deux choses totalement différentes. Le sport, on fait 3 sports dans l'année et les séances durent 1h30, c'est le lundi. Et il y a plein de sports totalement différents de ce qu'on a déjà pu faire, moi je trouve. Et on peut découvrir plein de choses, on peut faire de l'aviron, de l'escalade, de l'escrime, de la boxe, enfin vraiment il y a énormément de choix. Et ça n'a aucun rapport, c'est pas compris avec le sport que vous pouvez faire avec les associations. Vous pouvez faire autant de sport avec les associations que vous voulez, en plus du sport obligatoire. Aussi, pour ajouter quelque chose vis-à-vis du sport dans les associations, il faut savoir que les associations sportives, donc pour la grande majorité à Super Héros, ne sont pas du tout sélectives. Donc en début d'année, il ne faut vraiment pas hésiter à essayer plein de sports qu'on a toujours voulu essayer, parce que en aucun cas vous serez jugé sur vos capacités. Si vous ne savez pas en faire, il n'y aura pas du tout de sélection de ce point de vue-là. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, il faut foncer. Voilà. Je pense aussi que sur Toulouse, déjà à Super Héros, il y a beaucoup de possibilités. Sur Toulouse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une très grande ville universitaire. Je pense qu'il y a énormément de possibilités aussi. Il y a des associations sportives, plein de choses. Donc vous pouvez aussi faire du sport à l'extérieur de l'école. Et pour revenir sur ce que disait Marion, c'est vrai que la façon dont le sport obligatoire, si je reviens dessus, est conçu, c'est effectivement des petits modules qui vous permettent pendant en gros 8 fois 1h30 de découvrir un nouveau sport. Donc effectivement, ça peut être des sports totalement différents auxquels vous n'auriez pas pensé. À l'origine, effectivement, c'est ça, vous disiez le golf. Exactement, et d'ailleurs, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il nous est demandé au début de l'année de prendre justement dans ce module obligatoire que des sports qu'on ne connaît pas pour découvrir et qu'on... Enfin, voilà. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez faire du basket, du volley, bon, il y aura les clubs pour ça, c'est pas un problème. Mais je pense que c'est vraiment l'occasion, effectivement, de découvrir des choses un petit peu nouvelles. Donc là aussi, c'est sympa. Quelle est la probabilité pour un élève de Super Héros de se retrouver à moins de 10 mètres de Thomas Pesquet au moins une fois dans sa scolarité? Ah, allez, hop. Pour moi, elle a été de 1. Il n'est pas venu sur le campus nous voir, mais dans le cadre de notre vie associative, on a pu le rencontrer. Et on n'a pas pu échanger avec lui, mais c'était dans le cadre de l'association OSE. Je vais laisser Marion la présenter, mais du coup... Attends, déjà parlé. Bon, voilà. Mais du coup, la probabilité est très très faible, mais quelques rares élus peuvent le faire. Mais il faut savoir que de toute façon, il n'y a pas que Thomas Pesquet comme ancien alumni, même si évidemment... je pense que c'est le plus connu. Il y en a plein d'autres et qu'on peut rencontrer un peu tout au long de l'année qui viennent faire des conférences avec le Career Center. C'est un peu une entité en fait qui nous permet d'être en contact avec des professionnels. Et du coup, on voit beaucoup d'alumni qui travaillent un peu partout. Et donc, du coup, c'est très sympa. Effectivement, Thomas Pesquet a dû être le parrain d'une promo il y a 2-3 ans, je crois. Donc là, cette promo-là a peut-être pu le voir, alors à moins de 10 mètres, je ne sais pas, mais en tout cas, a pu le voir de près. Mais après, effectivement, c'est vrai que c'est quelqu'un qui reste manifestement proche de l'école. Je veux dire, quand il était à la station, pendant ses séjours à la station spatiale, il a fait plusieurs fois des sessions avec Super Héros qui étaient retransmises dans les amphis ici, mais spécifiquement pour les gens de Super Héros, quoi. Donc voilà, Donc oui, c'est possible qu'il repasse. En tout cas, il était effectivement très impliqué à Ose au moment où il était élève ici. Et c'est vrai qu'il a gardé ce lien. Il n'hésite pas, je crois, à le faire jouer, à faire jouer justement le fait qu'il est connu pour privilégier ce genre de choses, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une richesse culturelle sur le campus? Quelle est la part des élèves internationaux?
Oui, je crois qu'il y en a à peu près un tiers, hein, c'est ça. Alors, bon, dans la filière de... Enfin, pardon, dans la promo de première année, il y en a assez peu d'étudiants étrangers, soyons clairs. La plupart des étudiants étrangers, soit ils arrivent en deuxième année pour les doubles diplômes, il y en a quand même, comme je disais tout à l'heure, il y en a 70-80 qui vont arriver en deuxième année. Bon, même si eux parlent français, hein, puisque les cours de deuxième année ont lieu en français pour tout le monde. Par contre, il y a les formations master qui, elles, se font en anglais, et là, c'est un public essentiellement international qui est présent. Oui, juste pour dire, il y a aussi un club international à Supaéro, donc qui est géré par des gens qui viennent un peu de partout dans le monde et qui organise beaucoup d'événements. Donc il y a des soirées à thème de telle ou telle partie du monde. Donc c'est un peu l'occasion de goûter d'autres nourritures et de pouvoir échanger avec eux sur leur culture. Il y a aussi l'International Day qui est organisé chaque année. Donc là aussi, c'est un grand événement où quasiment toutes les cultures représentées à Supaéro proposent des dégustations, par exemple d'essayer des sports. Je me souviens que cette année, on avait pu par exemple essayer le cricket. Donc vraiment, il y a une très grande richesse culturelle à Supaéro de ce point de vue-là. Alors, une autre question, vous avez mentionné les doubles diplômes. Comment cela se passe-t-il concrètement et quel est l'intérêt d'en faire un? Alors, concrètement, je dis, si c'est un véritable double diplôme, c'est-à-dire vous avez le diplôme des deux établissements, a priori, il faut passer grosso modo 2 ans dans chacun des deux établissements. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire une scolarité qui va durer 4 ans. Alors, quel est l'intérêt d'en faire un? Ben, je dirais, il est lié à votre projet professionnel. C'est-à-dire que si je sais pas, vous faites un double diplôme de management avec HEC pour ensuite faire une thèse en astrophysique, on peut se demander quel est l'intérêt. Voilà. C'est-à-dire, enfin, là je caricature aussi un peu, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une fin en soi. Je pense qu'il faut, enfin, quand vous dites j'ai envie de faire un double diplôme, il faut que ça corresponde à un projet professionnel que vous avez. C'est-à-dire, par exemple, je sais que typiquement des gens qui veulent faire Sciences Po en double diplôme s'intéressent à travailler sur des aspects, par exemple, ingénierie et environnement. Des choses comme ça. Donc se disent, ben voilà, je vais avoir la compétence Sciences Po et la compétence ingénieur qui va me permettre d'être dans les bons créneaux au niveau de l'Europe, au niveau de l'État, pour pouvoir faire avancer les choses. Parce que j'ai la compétence ingénieur et j'ai la compétence Sciences Po. Mais il faut que ça corresponde, si vous voulez, à un projet professionnel. C'est-à-dire, vous dites, ben voilà, les 2 diplômes que j'ai, ils me servent pour faire ce que je veux faire. C'est pas j'en ai fait un, c'est lui que dont je me sers pour aller trouver mon boulot, et puis l'autre, ah ben, je l'ai fait comme ça, parce que ça fait bien d'avoir un deuxième diplôme. Ce n'est pas une fin en soi. Je pense que ce serait ça l'erreur. Alors, question sur les maths. Est-ce qu'il est possible de poursuivre des maths un peu plus abstraites que les maths appliquées dont vous avez parlé? Alors, la réponse, elle est plutôt non. Elle est plutôt non parce que, de fait, on est dans une école d'ingénieurs. Alors, vous avez possibilité de faire des maths en plus. Il y a un certain nombre de cours électifs qui sont proposés en mathématiques, donc les fanats de maths, ils peuvent s'amuser. Je vous dis, le cours, enfin, je dirais, le tronc commun de mathématiques, c'est 120 heures sur l'ensemble des 3 ans. 120 heures, c'est pas grand-chose. Par contre, vous pouvez, je dirais, doubler la mise avec les électifs, et même tripler si vous faites la filière système complexe et simulation de 3e année. Voilà. Donc, si vous voulez, si vous avez vraiment envie de faire des maths, et je sais que c'est le cas de certains élèves qui viennent des classes prépa, c'est possible. Si vous voulez faire des maths vraiment abstraites, je pense qu'il faut faire à travers une licence à l'extérieur, par correspondance ou autre. Je veux dire, ça, ce sera de toute façon le problème. Hein. Enfin, nous sommes dans une école d'ingénieurs. Je pense qu'il ne serait pas compris qu'on fasse des cours purement abstraits. Je veux dire, si on faisait ça en tronc commun, ce serait le tollé chez les élèves, ils auraient raison. Mais même le proposer en électif, si vous voulez, ben, on aurait peut-être les bonnes années 3 élèves. Parce que des gens intéressés par ça, il y en a très peu. Or, ceux qui viennent en école d'ingénieur, ils viennent parce qu'ils ont envie, souvent, de découvrir le métier d'ingénieur. Et donc, notre formation, elle est axée là-dessus, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est pas trop, là. J'ai pas l'impression d'avoir d'autres questions. Est-ce qu'on va... Ouais. Ben, merci. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Ben, il reste à vous souhaiter bon courage pour les oraux que vous allez passer bientôt. Au revoir.